Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que tout le monde se pose. La bulle IA existe-t-elle vraiment? Évidemment, le but n'est pas de dire moi je sais, moi j'ai prévu d'acheter, de vendre, ou de prédire une bulle, ou de dire qu'il n'y en a pas, peu importe. C'est juste de prendre des éléments factuels et de voir ce que l'on peut en conclure. Dans un premier temps, on va regarder les performances des entreprises liées à l'IA et de ce que les gens en pensent. Ensuite, on reviendra sur des notions fondamentales, de base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une bulle spéculative finalement? Est-ce qu'aujourd'hui on a des similarités avec des bulles spéculatives qu'on a pu avoir en amont, en tout cas plutôt ces dernières décennies? Ensuite, on parlera du business model de l'IA, comment elles arrivent à avoir du revenu et dans quoi elles dépensent. On parlera évidemment de certaines entreprises, deux notamment. Puis ensuite, pour finir, on mettra en comparaison, en lien, deux points. L'un que tout le monde met en avant pour dire regardez, les entreprises sur l'IA sont survalorisées, les gens investissent de façon irrationnelle, et de l'autre, on regardera la structure de ces entreprises, de leurs dépenses et de leurs revenus. Est-ce qu'on a une asymétrie entre tout ça? Est-ce qu'on peut déceler certaines choses? Évidemment, dans un premier temps, on va regarder les performances, et vous n'êtes pas sans le savoir, les entreprises liées à l'IA ont eu des performances juste oufissimes ces dernières années. Nvidia, qui a fait plus 1000% en 3 ans, et qui aujourd'hui, étant l'entreprise la plus valorisée du monde, avec 5000 milliards de dollars enregistrés en mi-2025, donc c'est aujourd'hui une entreprise qui est plus valorisée que le PIB de certaines grandes puissances mondiales. On peut également regarder la performance des indices en 2025 et la performance des MAC 7. En 2025, les indices, eux, ont performé de plus 24% globalement, avec un pic à plus 58% quand on check leur bottom jusqu'à leur top. Et bien sûr, les MAC 7, eux, qui ne reculent plus. Autour de ça, on a pas mal d'informations qui circulent, avec Microsoft et Nvidia qui investissent dans Anthropic et qui aujourd'hui permet à Anthropic de se valoriser à plus de 350 milliards de dollars. Nvidia qui a parlé de son intention d'investir jusqu'à 100 milliards dans OpenAI. Et aujourd'hui, OpenAI qui, avant même de rentrer en bourse, donc avant même d'être coté, a levé des milliards et sa valorisation dépasse les 500 milliards. Et aujourd'hui, les big tech ont tellement pris de la place que la pondération est juste énorme. La pondération dans le S&P 500. Là, vous l'avez, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Broadcom, on voit encore Meta, Tesla ont pris des proportions énormes. Nvidia représente 7,84% du S&P, Apple 6,47, Microsoft 5,40, Amazon 3,93. Rien qu'en prenant les MAC 7, on couvre pratiquement entre 30 à 40% du S&P. C'est-à-dire que la valorisation de ces boîtes représente 30 à 40% du S&P 500. Ce qui n'est pas rien. Évidemment, le vrai comparatif, ce serait de savoir si c'est une vraie révolution ou alors si on s'approche d'une bulle comme on a eu dans les années 2000. Et si bulle il y a, est-ce qu'elle prend vraiment la forme que l'on pourrait penser ou est-ce plus compliqué à identifier? Maintenant, on va essayer de comprendre ce qu'est une bulle. Finalement, qu'est-ce qu'une bulle spéculative? C'est tout simplement lorsque le prix d'un actif est bien supérieur à sa valeur réelle. Alors là, on va parler d'une forte spéculation qui ne reflète pas la réalité. Mais il est également important de comprendre comment on a une bulle spéculative. Quel est le mécanisme qui vient avec tout ça? On a des mécanismes récurrents qui sont à noter. Par exemple, tout ce qui va être innovation, tout ce qui va être lié à la mode, à la trend entre guillemets, ce qui va hyper les investisseurs, les injections de capitaux massifs, mais également une surinterprétation du marché quant à l'utilité globale. On pourrait se la poser par exemple avec l'IA, est-ce qu'on a une réelle utilité à tout ça? Est-ce que les gens dans le temps en auront toujours autant besoin? On pourrait reprendre des exemples historiques, je vous ai ajouté à cela un petit screen en comparatif, donc les différents indices, et notamment le crash du Nasdaq au moment de la bulle internet, donc du dot-com dans les années 2000, qui a fait un moins 82% de son top à son bottom. Et en termes de bulles, alors on pourrait pas forcément parler de bulles, mais on pourrait surtout parler de mécanismes dans lesquels on retrouve des patterns assez similaires. Internet en 2000, évidemment, là on a une hype assez énorme, on a de l'innovation puisqu'on parle d'internet tout simplement, des investissements massifs de capitaux, mais on a surtout eu un marché qui a été surinterprété, puisqu'on était en train d'investir sur des boîtes qui aujourd'hui, enfin à l'époque, ne faisaient pas encore assez de revenus. On peut évidemment parler des subprimes, des cryptos et de méta. Quand tout ça est sorti, notamment crypto et méta, on a eu une grosse hype autour de tout ça, ça s'est calmé et on a eu un gros down derrière. Mais maintenant, la question serait de savoir pourquoi l'IA fait rêver. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une innovation, etc. Oui, c'est une innovation et aujourd'hui ça fait rêver parce que ça a un intérêt public concret. Ça permet de l'automatisation, ça permet la création d'agents IA, l'utilisation de LLM pour tout ce qui va être programmation, marketing, finance, médecine, etc. Et donc c'est un gain de productivité énorme, c'est un gain de temps, évidemment ça va de soi, ça permet une réduction des coûts et une scalabilité qui est juste énorme. Donc ça crée une valeur qui est déjà bien
bien importante sur le marché de manière globale. Maintenant que vous l'avez compris, la bulle spéculative, on en a eu des hypes, des innovations. On va aller un peu plus loin et on va regarder comment aujourd'hui ces entreprises génèrent du cash et est-ce que ce cash il est réel. Où va l'argent de l'IA et qu'est-ce que l'IA finalement? On va regarder les dépenses et les revenus, infrastructures et consommateurs. Dans les dépenses, on va retrouver des choses qui aujourd'hui sont assez faciles de compréhension. Pour l'IA et pour des entreprises telles que les Maxet, on va dépenser de l'argent dans les infrastructures, dans les puces, l'énergie et ce qu'on va nommer comme les talents et recherche et développement. Alors, dans les infrastructures, on va retrouver les data centers, les bâtiments, tout ce qui va être réseau, les réseaux de refroidissement, etc. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un data center moderne, ça peut aller jusqu'à plusieurs milliards de dollars de construction à lui seul. Ensuite, les puces. Dans les puces, on va regarder évidemment les GPU, accélérateurs d'IA, les serveurs spécialisés. Et aujourd'hui, une seule puce haut de gamme, ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et il en faut des dizaines de milliers des puces comme celle-ci. Donc, ça commence à faire. L'énergie également, c'est l'un des troisièmes postes les plus importants en termes de dépenses. Tout ce qui va être alimentation, refroidissement, le backup de toutes ces installations. Parce que l'IA aujourd'hui, ça transforme les géants de la tech en consommateurs électriques juste énormes. Et ça a un coût permanent. Évidemment, on en vient aussi à trouver des gens pour travailler dans ce domaine. Et donc, ça mène aussi à la recherche et au développement. Donc, il faut des cerveaux pour tout ça. Donc, des chercheurs en IA, des ingénieurs, des data scientists. Et les meilleurs profils, coûtent pareil des centaines de milliers de dollars par an chacun. Et ça, encore une fois, c'est des coûts permanents. Ça revient chaque année. Alors, évidemment, on parle de dépenses, c'est jamais cool, mais ces entreprises génèrent également du cash. Et on va retrouver plusieurs modèles de cash dans tout ça. Tout ce qui va être le cloud et l'IA, et d'ailleurs on a quelques entreprises liées au cloud et à l'IA, Microsoft, Amazon, Alphabet ou encore Oracle. En gros, ils louent donc du cloud, ils sont là en mode tu veux entraîner un modèle, tu payes ton cloud, tu payes le GPU et tu payes au stockage quoi. Et on va tout simplement louer cette centrale électrique. Et l'intégration également, ça va être important, on va retrouver de l'intégration partout, de l'intégration IA, donc par exemple Microsoft, Oracle vont permettre l'intégration avec Office et Copilot, les systèmes ERP, les CRM, tout ce qui va être base de données. Donc finalement, on ne vend pas l'IA seul, on va vendre un abonnement plus cher avec. On va également parler de publicité parce qu'aujourd'hui, l'IA, on a de plus en plus en publicité, notamment avec Meta et Alphabet, qui permettent l'utilisation de l'IA à travers des publicités. Ça permet un meilleur taux de clic, plus de revenus pour les utilisateurs, etc. Donc les modèles d'IA sont boostés à mort dans leur rentabilité. Et finalement, derrière, il y a le grand public, c'est-à-dire qu'on va retrouver des produits aujourd'hui qui sont alignés avec l'IA, notamment on va penser au smartphone dans lequel on va retrouver de l'IA autant chez Apple que chez Android. Je pense notamment Google Pixel dans lequel on va retrouver Gemini sur certains côtés. Bref, donc on a des revenus qui sont quand même là, c'est-à-dire qu'on a plusieurs postes de revenus, plusieurs modules de revenus qui va être intéressant. Je vous parle même pas de Nvidia qui est une machine à cash. Si on devait présenter tout ça comme des chercheurs d'or, disons que Nvidia c'est l'entreprise qui fournit les pelles pour aller creuser les mines et trouver de l'or, si vous voyez ce que je veux dire. Donc elle est en haut de la chaîne, ce qui lui permet tout simplement d'être une entreprise avec des gains monstrueux. Pour alimenter tout ça, on va visualiser un petit peu les profits. Donc d'un côté, on a les chiffres ici de Nvidia et ici de Microsoft. On a des chiffres qui sont juste énormes, on a des valorisations très grosses, on a une évolution des performances qui continuent de s'accroître. Vous le comprenez, on a des entreprises qui sont là pour faire du cash. C'est clairement des machines à cash. Évidemment, ça a un intérêt pour les investisseurs et les investisseurs réfléchissent toujours de la manière suivante. Il faut comprendre quelque chose de fondamental en finance. Les investisseurs investissent toujours pour le futur, jamais pour le présent. Par exemple, là, on a les prévisions pour Nvidia sur les différents trimestres de 2026 et les investisseurs vont investir en ça. On leur promet des performances, donc ils investissent dans ces performances. Et lorsque ces performances déçoivent, forcément, ça fait chuter le marché. Les investisseurs valorisent toujours une belle promesse de marge future, mais évidemment, à quel prix? C'est là qu'on doit commencer à se poser des questions. C'est là qu'il y a une différence, il y a un fossé entre promesses et réalité. Tout ça, ça devient un peu chaotique. Et donc, on va commencer à comparer ce qui aujourd'hui fait beaucoup polémique. Ça va me prendre un petit peu de temps de vous expliquer tout ça. On va opposer PE et CAPEX. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre ce qu'est le PE, parce qu'on en parle beaucoup, mais très peu savent réellement ce que c'est. Donc, le PE, Price Earning, qu'est-ce que c'est? Le PE, c'est le prix de l'action divisé par le bénéfice par action, ou encore la capitalisation divisée par le bénéfice net. Si on devait imaginer la chose, imaginons une entreprise. L'action d'entreprise vaut 100 € et le bénéfice par action égale 5 €. Le calcul est très simple, on en revient à faire prix de l'action divisé par le bénéfice par action, donc 100 divisé par 5 est égal à 20. Ce qui autrement dit, vous fait 20 € investis, donc tu payes 20 € pour un profit de 1 € annualisé. Pour essayer de simplifier ou de
vous le montrer d'une autre façon. Pour avoir un ROI positif, donc un retour sur investissement positif, il vous faudra 20 ans pour récupérer cet investissement. Vous déposez 20 € pour un bénéfice de 1 € par an, il vous en faudra donc 20 ans pour récupérer tout ça. Et aujourd'hui, la grosse question est de se dire, mais jusqu'à quel point on est prêt à payer pour 1 $ de bénéfice? Grossièrement, évidemment. Et c'est là que beaucoup partent du principe qu'on a une sorte d'irrationalité entre ce qu'on paye et la valorisation qu'on a derrière. Alors, effectivement vrai, puisqu'aujourd'hui, on a une valorisation énorme des big tech. Les big tech, on en parlait tout à l'heure dans la première partie, où je vous montrais la valorisation et la pondération des entreprises dans le S&P. Aujourd'hui, voilà, vous l'avez sous les yeux, on est même à plus de 40%. Tout à l'heure, je vous ai dit 30-40, je me souvenais plus du chiffre. Mais donc, on est à plus de 40% dans la répartition de la capitalisation dans le S&P. Et juste ici, vous avez des chiffres. Des chiffres qui vous permettent de voir le PE, donc ce que les investisseurs sont prêts à payer pour 1 $ de bénéfice. Donc, on a ici les Max 7, donc les 7 magnifiques en 2025. Ça, c'est le PE des Max 7 en 2025. 26, 20, 23, 25, 16, 21, 71 pour Tesla. Bon, ok. Moyennant tout ça, on a un PE à 23. Donc on a un price earning de 23. 23 € investis pour 1 $ de bénéfice annualisé. Si on compare ça à la bulle technologique des gros leaders qu'on avait dans les années 2000, vous vous rendez compte tout de suite qu'on n'est pas du tout sur les mêmes valorisations. Vous vous rendez compte que la Microsoft, Cisco, Intel, Oracle, IBM, Lucent ou encore Nortel avaient des valorisations monstrueuses. Là on parle de 101, 42, 84, le minimum est à 23,5. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. Et évidemment, c'est à remettre en perspective. Parce qu'à l'époque, c'était une innovation réelle. C'est-à-dire qu'on n'avait rien de tout cela en place et on investissait sur quelque chose qui ne faisait pratiquement pas encore de cash parce que c'était une innovation qui n'était pas déployé. Et on s'en rend bien compte aujourd'hui. Alors déjà de 1, on a graphiquement l'évolution du PE sur le secteur technologique. Alors Europe et US, des années 90 à aujourd'hui. Et oui, effectivement, on a un PE élevé globalement. Là, on a un PE qui est entre 20 et 35. Bon, là, on est plutôt sur du 23-25. On est encore bien loin du pic qu'on a eu, aussi bien en Europe qu'aux US pour le secteur technologique. Là, on a eu un pic à 80 en Europe, on a eu un pic à plus de 40 aux États-Unis. Donc on est bien loin de tout ça. Et évidemment, les gens payent plus cher. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui sont déployées, qui génèrent du cash, qui font vraiment de l'argent et sur lesquelles les investisseurs veulent vraiment prendre des bénéfices et performer. Donc forcément, on est prêt à payer un peu plus cher parce que ces entreprises valent plus cher. Le PE s'est vachement mis en avant pour vous dire que regardez, les entreprises sont surévaluées, sont survalorisées, on n'a pas un réel bénéfice par rapport à ce qu'on est prêt à dépenser, mais finalement, est-ce que c'est ça qui va nous permettre de savoir dans le futur si on aura une réelle survalorisation qui fera cracher les marchés ou non? C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça en lien et donc en opposition au CAPEX. Le CAPEX, c'est une autre donnée financière comme le PE qui va nous permettre de trancher sur certaines choses. Donc le CAPEX, Capital Expenditure, vous m'excuserez pour mon anglais, ce sont les dépenses d'investissement faites par les entreprises pour continuer à croître. Ils vont dépenser, et puis on en parlait tout à l'heure, on en revient aux dépenses qu'on avait là, donc tout ce qui va être infrastructure, plus énergie, talent et recherche et développement, c'est un petit peu tout ça. Donc on va acheter des machines, construire des usines, on va faire de la rénovation, on va repartir dans ce côté recherche et développement, et tout ça, c'est un côté positif, c'est évident. Positif parce que ça montre des entreprises qui soutiennent leur croissance, qui améliorent leur productivité, et qui va renforcer un avantage concurrentiel s'il est déjà là. Parce que derrière, qu'est-ce que ça veut dire pour les investisseurs ? C'est-à-dire qu'un CAPEX élevé, donc des dépenses élevées, ça peut être un signal de l'entreprise investie pour l'avenir, et c'est très bien. Sauf que il faut s'arrêter sur ce point-là et réfléchir 2 petites secondes. Un CAPEX élevé, c'est bien différent d'une création de valeur élevée. Donc si l'entreprise investit beaucoup, mais gagne moins que ce que cet argent lui coûte, ça crée un petit problème entre dépenses et revenus. C'est le b.a.-ba pour maintenir une entreprise au sommet et ne pas plonger. Et ici, vous avez quelques données. Alors évidemment, je suis pas en train de dire que l'entreprise plonge, je suis en train de dire qu'il faut se poser des questions. C'est pas la même chose. Bref, donc vous avez des petites données avec certaines des Max 7, avec Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft. J'ai pas trouvé tout le monde, mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte. On a des entreprises qui génèrent un cash monstrueux, puisqu'on est sur des centaines de milliards de dollars de revenus, avec évidemment de grosses dépenses, mais on a des entreprises qui ont du cash, qui sont très peu endettées et qui réussissent à continuer à générer du revenu. D'ailleurs, je fais un petit aparté, mais on va revenir sur ce document juste après. Vous le voyez juste ici, on a des entreprises qui sont très peu endettées. Quand on regarde Microsoft, Amazon,
Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, on est sur des entreprises très peu endettées et qui font du cash. Donc voilà, on a des entreprises qui aujourd'hui sont bien présentes. Et là, je vous ai mis les valeurs puisque je les avais pas dans le tableau. Les valeurs, juste là, de Oracle. Ici, c'est, alors vous m'excuserez pour l'écriture, mais c'est Oracle. Et Oracle, lui, dépense pas mal puisqu'on a un capex à 21,22 milliards sur un chiffre d'affaires de 57. Je crois qu'on est sur à peu près tout petit peu plus d'un tiers, on va dire, dépenses par rapport aux revenus. Et donc là, se pose des questions parce que finalement, tous ont des revenus conséquents, ont des dépenses conséquentes, mais pourquoi certaines font peur? Et on va revenir sur un événement intéressant, le fameux événement Oracle. Quand Oracle a publié ses données au mois de décembre dernier, on a eu un crash, les marchés ont eu peur, ont pris panique, puisque là, une vraie question se pose. On n'est plus sur le PE à se dire « Oh, mais non, les investisseurs, ils valorisent trop ». Non, la question, c'est plutôt de se dire « Bah finalement, est-ce qu'on fait toujours autant de cash et les investisseurs sont prêts à regarder autant la facture que les revenus ?» Les investisseurs, comme je disais tout à l'heure, investissent pour le futur. Ils dépensent pour des promesses de gains futurs. Sauf que ces promesses de gains, maintenant, il faut les appuyer. Il faut montrer qu'on est capable de dégager bien plus que ce qu'on dépense. Et Oracle, finalement, ça n'a pas été le cas. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas une entreprise qui fait autant de free cash flow que Meta ou encore Alphabet, Amazon et Apple. Et on le voit très bien juste là. Il faut savoir qu'Oracle est évidemment très lié au marché IA parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'investissements dans le cloud, sauf que les revenus, ils progressent moins vite. Et on le voit tout de suite d'ailleurs. De 1, Oracle est extrêmement endetté, 462%. Et en plus de ça, les CDS, donc les crédits de défaut de swap, sont extrêmement élevés. C'est-à-dire que les investisseurs d'Oracle demandent plus de retour sur investissement par peur de défaut. Et donc c'est là qu'on a une sorte de test et de résistance économique. Et donc Oracle joue ce rôle de tampon, de compréhension de marché, puisque Oracle, lui, comme je disais, investit massivement dans le cloud et l'IA, les revenus sont pas là, ou en tout cas progressent beaucoup moins vite que les autres, et là on a un écart financier entre dette, levée de fonds et revenus de l'entreprise, ce que le marché n'aime pas du tout. Aujourd'hui, on a un modèle où l'IA, c'est connu, c'est intégré pour tous, c'est dans le marché actuel, mais c'est pas si simple, parce qu'on a des dépenses industrielles qui sont juste énormes, et pour continuer à gagner, il faut continuer de faire des dépenses en industrie. Seulement certaines entreprises y arrivent aujourd'hui. Seulement certaines d'entre elles arrivent à dégager du cash flow, mais surtout arrivent à avoir des fonds de roulement assez conséquents pour maintenir autant de dépenses qu'ils n'arrivent à dégager bien plus de revenus. Et les autres, évidemment, les autres entreprises prennent un risque. Prennent un risque puisqu'elles n'arrivent pas à générer autant de cash, s'exposent au marché d'autant plus que les autres, et ça fait peur aux investisseurs. Il faut d'ailleurs savoir que Oracle, quand les chiffres sont tombés, ils ont expliqué que de toute façon, faut pas s'inquiéter, ils allaient retrouver du cash puisqu'ils allaient faire une levée de fonds sur l'année 2026. Ils avaient prévu, si je me trompe pas, d'essayer de lever entre 40 à 50 milliards. Et bon, là, ils sont en train d'expliquer à tout le monde que pour continuer à exister, ils vont devoir lever du cash, sauf que ce cash, ils le font déjà pas. Donc, ça commence à créer une sorte de flou sur les retours sur investissement à long terme. Puisque là, on commence à se poser des questions. Bon, les valorisations, c'est cool, on paye un peu, sauf que finalement, on a sur le bilan des entreprises qui dépensent de plus en plus. Et comme je disais, certaines font du cash, pas d'autres. La grosse question, c'est cette fameuse résistance économique. Quelles sont les entreprises qui vont résister à ce fameux phénomène de dépenses industrielles et quelles sont celles qui vont tout simplement potentiellement s'écraser? Et c'est ça qu'il va falloir vérifier. C'est ce sur quoi il va falloir investir. Investir sur les entreprises qui réussissent à dégager un cash important et qui réussissent à pondérer cette dépense juste énorme en industrialisation, donc en dépenses liées à tout ce qui va être fonctionnement, bâtiment, cloud, les puces, etc. etc. Est-ce que bulle l'IA? On ne sait pas. On ne pourra pas savoir. Est-ce qu'il y aura un problème de structuration dans le temps? C'est possible. Aujourd'hui, il faut que les entreprises arrivent à générer toujours autant de cash. Je me répète depuis tout à l'heure, mais c'est le cas. Il faut qu'on ait des entreprises qui génèrent plus de cash que ce qu'elles dépensent et que ça permette aux investisseurs tout simplement de se rassurer par rapport à cette dépense. Aujourd'hui, c'est le mot d'ordre des investisseurs. Est-ce que on a plus de revenus que l'on a de dépenses? J'ai essayé de faire un gros condensé de ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, c'est pas le meilleur condensé qu'on aurait pu avoir, mais c'est pour rester simple et pour rester à la portée de tout le monde. Si vous souhaitez une analyse plus poussée sur certaines entreprises, dans les Max 7 ou liées à la technologie, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Mais globalement, je pense que l'on a un résumé assez explicite de la situation, dépenses, revenus, et aujourd'hui, est-ce que la valorisation est un réel problème? Est-ce que ça ne serait pas plutôt la structure et le fonctionnement de ces entreprises qui devraient vous mettre la puce à l'oreille pour plus tard? Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mais surtout à cocher la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses.